Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale 55 ans vue d'ici. Aujourd'hui, nous recevons M. Dominique de Villepin. Il a été Premier ministre et ministre des Affaires étrangères français. Nourrissant un grand intérêt pour la Chine, il s'y rend presque une fois par mois depuis maintenant une dizaine d'années. Dans son livre Mémoires de paix en temps de guerre, il a consacré des chapitres à sa vision sur la diplomatie chinoise et sur l'avenir de la relation sino-française. Je vous propose d'aller à sa rencontre sans plus attendre. Bonjour Monsieur de Villepin, bienvenue dans notre émission. Cette année marque le 55e anniversaire de l'établissement de la relation diplomatique entre la Chine et la France et aussi le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Quelle réflexion faites-vous sur cette relation qui a duré plus d'un demi-siècle? C'est une relation privilégiée, d'abord parce qu'elle a été placée par le général de Gaulle sous les auspices de l'ambition. Il y avait une ambition française dans l'idée de nouer des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, l'ambition de ne pas se priver d'une relation avec l'un des grands pays du monde et un pays qui a vocation à devenir la première puissance mondiale. Donc déjà, pour le général de Gaulle, cette idée, c'était de redonner sa place à la Chine dans le concert mondial et reconnaître la place et l'importance de l'ambition chinoise. Ensuite, je crois qu'il y a un certain nombre de leçons à tirer de cette relation. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les évolutions de la scène internationale, nous avons réussi à fortifier et développer ces relations grâce à l'impulsion de nos dirigeants respectifs. Je me rappelle, en 2004, au moment des 40 ans de notre anniversaire, de nos relations, Jacques Chirac avait, avec son homologue chinois, lancé le partenariat stratégique. Le président Macron, quand il est venu l'année dernière, au début 2018, a marqué aussi sa volonté de franchir une nouvelle étape dans les relations avec la Chine. Et le président Xi Jinping, qui arrive en France dans quelques jours, est animé de cette même volonté de développer et de fortifier ces relations entre la Chine et la France. Donc je crois que c'est une exigence au cœur de nos diplomaties que de fortifier ces relations parce que ce sont d'abord deux relations entre deux vieilles civilisations et ce sont aussi des relations très fortes entre nos peuples. Et en témoigne le nombre de touristes français qui viennent en Chine, l'intérêt que les touristes chinois marquent pour la France. Il y a 2 millions de Chinois qui viennent chaque année, il y a 40 000 étudiants chinois qui viennent étudier en France chaque année. Donc c'est dire qu'il y a une fascination, un intérêt mutuel et bien sûr des relations globales entre nos pays sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, sur le plan commercial, sur le plan culturel, qui méritent en permanence que l'on cherche à les intensifier, les développer davantage. C'est vrai que, comme vous avez mentionné la culture, vous avez écrit dans votre livre que ce qui relie la Chine et la France, ce n'est pas des intérêts économiques, mais plutôt de la culture des deux pays. Donc, pouvez-vous nous expliquer davantage? Alors, c'est vrai qu'il y a un intérêt, une volonté de mieux comprendre et de mieux connaître pour les Français la Chine et pour les Chinois la France. Il y a une fascination pour nos modes de vie respectifs. La haute fonction publique française a toujours été intéressée par le système des mandarins en Chine et nos écoles, comme l'École nationale d'administration, a beaucoup réfléchi sur ce système du mandarinat. De la même façon, en Chine, il y a un grand intérêt pour la culture française, pour le luxe français, pour la mode française et tout cet intérêt, ce désir de mieux comprendre et de mieux connaître l'autre se marque dans le fait, par exemple, que les Chinois sont aujourd'hui parmi la première nation à visiter les grands musées français, le musée du Louvre, Beaubourg, le musée Picasso. Tout ceci crée un très grand intérêt. Et pour ce qui est de la France, on le voit dans les échanges croisés que nous avons noués sur le plan culturel. Nous avons de très nombreuses occasions, de très nombreuses manifestations de nous pencher sur la culture de l'autre. Et puis nous avons
des personnages de grande importance, des artistes de grande importance qui ont fait le lien entre nos deux pays. Il y a donc des liens très forts entre les deux pays. En fait, vous vous intéressez beaucoup à l'art chinois aussi et vous avez beaucoup de peintres chinois. On sait que la peinture est en quelque sorte un reflet très pertinent de la culture. Donc à travers ces peintures, avez-vous une idée plus que les autres sur la culture chinoise ou le mode de vie en Chine? C'est un mode de compréhension et de perception. Et ce qui est intéressant dans la peinture chinoise, c'est qu'elle fait le lien entre la tradition et la modernité. Et une des ambitions de l'art contemporain chinois, c'est bien de favoriser cette réconciliation, ces différentes visions qui se sont développées depuis l'époque confucéenne jusqu'à la modernité contemporaine et qui marquent les différentes étapes, les différentes empreintes de cette culture chinoise. Et c'est, je crois, ce qui nous façonne tant quand on regarde un tableau de Zhao Qi, c'est de voir le combat entre ces différentes forces, à la fois le vide à l'intérieur du tableau et en même temps le plein autour du tableau. C'est à la fois dans la composition, à la fois dans les thèmes, à la fois dans le choix des couleurs, la recherche d'un équilibre, la recherche d'une harmonie qui est au cœur de la culture chinoise et qui aussi exerce son empreinte dans la diplomatie chinoise. C'est un des leitmotifs que reprend souvent le président Xi. L'exigence d'harmonie sur la scène internationale, la recherche d'une possibilité d'avoir des combats gagnants-gagnants. C'est en permanence cette exigence taoïste, confucéenne, qui continue d'animer et la pensée chinoise et l'art chinois. Puisque vous parlez du principe gagnant-gagnant, ça me rappelle de votre intervention à la Sorbonne quand vous dites que l'un des principes fondateurs de la diplomatie chinoise est justement ce principe gagnant-gagnant, tandis que les Occidentaux ont l'habitude de penser que l'un gagne et l'autre va certainement perdre. Donc est-ce que cela va être à l'origine d'une certaine confrontation future ou comment pensez-vous qu'il y aura des points de réconciliation finalement entre ces deux logiques? C'est un des grands débats aujourd'hui sur la scène internationale. On le voit avec l'Amérique de Donald Trump, qui tente à penser que c'est l'Amérique d'abord, que l'Amérique doit gagner et être la première, et que si l'Amérique gagne, évidemment, dans leur esprit, cela signifie que les autres doivent faire des concessions, les autres ne peuvent pas gagner aussi. Je crois que cet héritage chinois est un élément important d'équilibre sur la scène internationale. Nous devons faire en sorte que la diplomatie, et c'est tout l'art de la diplomatie, tout l'esprit de la diplomatie, permette à chacun non seulement de sauver la face, mais surtout d'avoir un intérêt commun à avancer ensemble. C'est l'idée du partenariat international. Et quand la France et la Chine ont décidé de créer ensemble un partenariat stratégique, il y avait l'idée que chacun puisse valoriser ses points forts, bien évidemment prendre en compte aussi ses points faibles, mais dans une démarche qui est positive pour chacun des deux pays. Et ça, je crois que c'est un élément qui doit permettre de travailler sur les complémentarités. Et quand on regarde trois grands thèmes qui rapprochent notre diplomatie aujourd'hui, je crois qu'on peut et on doit travailler davantage ensemble. Je prends l'exemple du libre commerce. Nous avons aujourd'hui des intérêts économiques qui sont convergents et nous devons veiller à ce que, en travaillant sur des règles communes, nous puissions défendre nos intérêts respectifs. Ça veut dire faire en sorte qu'il y ait en matière commerciale plus de transparence, davantage de reconnaissance du droit de la propriété, davantage de prise en compte de nos intérêts respectifs dans le domaine technologique, dans le domaine des secteurs de pointe, dans le domaine des industries traditionnelles, comme pour la France, le luxe, les arts, la culture. Faire en sorte que les complémentarités soient mises en avant, mais à travers le respect de certaines règles. Le deuxième sujet sur lequel nous devons et nous travaillons ensemble, c'est l'environnement. La France et la Chine ont été à la pointe des accords qui ont été noués à Paris lors du sommet de Paris sur la défense du climat. Et nous sommes deux pays qui pouvons et devons nous mobiliser encore davantage pour faire en sorte que la catastrophe écologique que nous craignons ne se produise pas. Alors, cela veut dire évidemment
trouver de nouvelles idées, prendre des engagements forts pour faire en sorte que ce combat puisse être un combat gagnant. Le troisième domaine où nos intérêts diplomatiques convergent, c'est bien évidemment la défense de la paix et la défense du multilatéralisme. Dans le cadre des Nations Unies, nous devons faire en sorte que la gouvernance mondiale puisse avancer, puisse se développer. La Chine aujourd'hui est le premier pays contributeur des forces de paix parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. Eh bien, nous devons ensemble faire en sorte d'être un élément de stabilisation, d'équilibre devant les crises nombreuses qui existent sur la planète. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, nos voix doivent s'unir et travailler ensemble pour faire en sorte que des réponses puissent être apportées aux crises. Donc on voit bien, ce n'est pas la logique de confrontation qui doit l'emporter, mais une logique de coopération. Je crois que sur ces objectifs, nous sommes d'accord. Il y a aujourd'hui un terrain d'essai, c'est le grand projet des nouvelles routes de la soie qui a été lancé par le président Xi au Kazakhstan en 2013. Il y a, il faut le reconnaître, parfois des peurs en Europe, des incompréhensions, et nous devons faire en sorte de lever ces peurs et ces incompréhensions pour créer ce partenariat commun sur des projets importants tout au long des pays de cette nouvelle route de la soie. Souvent, quand vous parlez de ce projet, en fait, souvent on fait référence à quelque chose d'économique plutôt. On parle plutôt de son aspect économique. Mais en fait, vous avez créé dans votre livre un aspect diplomatique, en fait, parce que c'est inscrit dans votre chapitre qui s'intitule « Établir la paix » et vous avez qualifié cette initiative comme une forme d'invention pour la préservation de la paix mondiale. Pouvez-vous nous expliquer davantage? Tout à fait. Le projet des nouvelles routes de la soie, tel que l'a lancé le président Xi au départ, a une triple ambition. Une ambition bien sûr économique qui est de développer les infrastructures tout au long des pays entre la Chine et l'Europe jusqu'à l'Afrique, le Moyen-Orient et même aujourd'hui l'Amérique latine, puisque les nouvelles routes de la soie se prolongent tous les jours davantage. Donc dans le plus grand nombre d'États, élever le niveau des infrastructures pour permettre de mieux répondre aux besoins des peuples. Il y a bien sûr une ambition commerciale, technologique, économique derrière. Et c'est là où ce projet ne doit pas être seulement un projet chinois, mais un projet de coopération entre la Chine et les autres pays. En fait, il y a une incompréhension peut-être, parce que quand la Chine a lancé, ça s'appelle l'initiative Ceinture et Route, et souvent cela a été interprété comme un projet de la Chine, donc pensez-vous qu'il y a une incompréhension? Je crois que nous devons pas à pas faire en sorte de créer un intérêt mutuel, une coopération mutuelle autour de ce projet. Un exemple de réussite, c'est la Banque asiatique de développement des infrastructures, qui est aujourd'hui un organe où coopèrent plus d'une soixantaine d'États et où la France participe elle aussi, qui marque bien cette capacité de travail en commun. Mais au-delà de cette ambition économique, il y a bien sûr aussi une ambition politique et stratégique. Et les nouvelles routes de la soie, elles peuvent être un moyen d'équilibre, un moyen de répondre aux risques d'instabilité qui existent dans toute cette région, et en particulier en Asie centrale, dans le Caucase, où l'on voit le risque islamiste, le risque terroriste, et donc c'est un moyen de stabilisation des sociétés. Et puis, la troisième ambition, c'est l'ambition culturelle. Faire en sorte que, grâce à cette initiative, la ceinture et la route, il puisse y avoir davantage de dialogue entre les peuples et les cultures. Donc, une meilleure compréhension par des initiatives communes, par des foires, des expositions, des musées qui permettent de développer les idées, les arts et la culture. Donc c'est une ambition globale et je pense que cette ambition globale, elle peut servir dans le cadre d'une diplomatie de projet, d'exemple pour d'autres régions. Je pense que par exemple, nous pourrions en tirer la leçon entre l'Europe et l'Afrique, pour développer les infrastructures de l'Afrique dans un esprit de coopération, et y compris avec le soutien de la Chine et d'autres pays. De la même façon, je pense que pour stabiliser le Moyen-Orient, cette diplomatie de projet pourrait être la base de la création d'une alliance pour le développement du Moyen-Orient. Donc cet esprit de partenariat qui existe derrière le projet des routes de la soie,
il peut se développer dans d'autres régions du monde pour donner un objectif à la communauté internationale. Aujourd'hui, ce qui menace la communauté internationale, c'est l'esprit de division, c'est l'esprit de confrontation, c'est le risque de guerre économique, de guerre commerciale, voire de guerre militaire. Pour l'éviter, développons des partenariats, développons des initiatives mutuelles qui permettront justement de favoriser une meilleure coopération et une meilleure compréhension entre les peuples. Donc c'est le développement qui va apporter la paix, en quelque sorte. Dans votre livre, vous avez développé votre pensée concernant comment on va établir la paix, et vous avez surtout mentionné le rôle de la communauté internationale pour la préservation de la paix mondiale. Et on sait qu'en Chine, le président chinois Xi Jinping a avancé cette idée de communauté de destin commun de l'humanité. Donc il avait trouvé un certain écho ou une certaine complémentarité avec votre pensée. Tout à fait. Je pense que cette idée de communauté de destin, elle a d'autant plus de sens aujourd'hui où il y a une forte prise de conscience internationale des risques qui sont devant nous. À commencer par le risque écologique. Notre planète est menacée. Elle est menacée de destruction. Et cette conscience, elle se développe dans la jeunesse. On le voit à travers le mouvement des jeunes qui se développe partout dans le monde pour justement appeler à une prise de conscience et à des mesures plus fortes en matière de protection du climat. On le voit à travers cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, qui a lancé cette initiative de mobilisation de la jeunesse. On le voit à travers la mobilisation des villes, des associations, pour cette prise de conscience d'un destin de l'humanité. Alors c'est vrai en matière environnementale, c'est vrai aussi en matière de paix. La recherche de la paix, quand on voit les crises africaines, la crise du Moyen-Orient, quand on voit la montée de l'extrémisme, du nationalisme, de l'isolationnisme, tous ces dangers, tous ces risques ne peuvent être combattus que si nous avons un projet positif, un projet collectif à mettre à la place. Donc nous devons être conscients que les difficultés du monde, les menaces sur la croissance, les menaces pour l'ordre mondial, les tentations de repli qui existent à travers le monde et dont témoigne Donald Trump ou encore le Brexit ou la situation de certains pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, doivent nous conduire à prendre des initiatives en faveur de l'unité de l'action de la communauté internationale. Mais avez-vous trouvé, parce que puisque vous êtes un connaisseur de la Chine et aussi des pensées chinoises, dans la pensée chinoise, par exemple aux périodes de royaume combattant ou des automnes et printemps, il y avait aussi des pensées sur la paix. Donc avez-vous trouvé des inspirations ou quelques points communs avec vos pensées? Tout à fait, je crois que dans la culture chinoise, il y a cette idée très forte de la recherche d'une harmonie, de la recherche d'un objectif commun qui peut permettre de faire coopérer, de fédérer les énergies d'un peuple et d'une société. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons aussi travailler sur cet idéal, travailler sur ces objectifs qui doivent fédérer les énergies de la communauté internationale. C'est un grand enjeu pour la Chine, pour l'Asie, c'est un grand enjeu aussi pour l'Europe. L'Europe qui est menacée de division, qui est menacée de désagrégation, qui est menacée aujourd'hui par de nombreux ferments qui préoccupent les Européens, eh bien la réponse, c'est bien la recherche en nous et avec ceux qui nous entourent de ce qui peut nous mobiliser et de fédérer notre action. Puisque vous n'êtes pas seulement chercheur, même si vous avez beaucoup de pensées, vous êtes vraiment pratiquant sur le terrain et on s'en souvient du discours que vous avez prononcé à l'ONU contre la guerre en Irak et vous avez écrit dans votre livre, vous êtes contre par exemple l'intervention de la France en Mali et d'autres interventions militaires. Mais on voit aussi que finalement, les interventions ont eu lieu. Donc, plus personnellement, étant quelqu'un qui a vécu vraiment tout ça, êtes-vous parfois prise par une, je ne sais pas, déception ou pessimisme? Je crois qu'il faut surtout
et c'est important, regarder vers l'avenir. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de l'expérience? Et quand on regarde la succession des interventions militaires qui se sont multipliées depuis la guerre d'Afghanistan en 2001, 2002, jusqu'à la guerre d'Irak en 2003, l'intervention en Libye, au Mali, au Sahel, il nous faut trouver un certain nombre de principes, trouver un certain nombre d'objectifs qui nous permettent justement d'être plus efficaces sur la scène internationale. Malheureusement, les interventions militaires suscitent presque toujours des réactions de rejet extrêmement profondes quand elles ne sont pas soutenues par toute la communauté internationale. Donc je crois qu'une des grandes règles de l'intervention militaire, c'est qu'elle n'a de sens que si elle a un objectif stratégique très précis et si cet objectif est soutenu par toute la communauté internationale avec l'accord des Nations Unies. Et elle ne peut valoir que pour une période extrêmement limitée, car sinon toutes les interventions étrangères dans un pays suscitent une réaction de rejet. Donc la communauté internationale doit se mobiliser pour apporter une réponse politique. Je crois qu'il y a un point sur lequel nous sommes aujourd'hui tous d'accord, c'est le fait que la réponse doit être d'abord politique et stratégique. Ça suppose beaucoup plus de concertation sur la recherche de solutions, ça suppose une mobilisation des États régionaux d'une crise et de la communauté internationale pour accompagner ces efforts. Les crises prospèrent d'autant plus que les États sont des États fragiles ou des États faillis. Quand on regarde la situation au Moyen-Orient, la Syrie est un État qui a été considérablement fragilisé. Le risque que le terrorisme à nouveau s'empare du territoire syrien est très grand. La Libye est un État failli et donc le risque que cet État ne connaisse de nouvelles déstabilisations, ne soit à nouveau un pays à partir duquel la violence et le terrorisme se développent, est très grand. Partout, nous devons consolider donc les États, favoriser la stabilité des États pour pouvoir essayer d'enclencher un cercle vertueux et non pas le cercle vicieux de la destruction, la déstabilisation et du terrorisme. On voit que la Chine et la France soutiennent tous ce cadre multilatéralisme et surtout travailler dans le cadre de l'ONU. Mais pensez-vous on voit que depuis la Seconde Guerre mondiale, les différentes nations ont pu travailler sous le cadre de l'ONU pendant longtemps avec une efficacité. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, ce multilatéralisme est en menace, qu'il y a un certain démantèlement, je ne sais pas, en quelque sorte, du principe? Alors, il y a beaucoup d'atteintes au multilatéralisme, on l'a vu récemment, de la part de la puissance qui a été fondatrice de l'ordre mondial au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis. Quand les États-Unis se retirent de l'accord de Paris sur le climat, c'est une atteinte au multilatéralisme. Quand les États-Unis se retirent de l'accord sur l'Iran qui a été signé en juillet 2015, c'est une atteinte au multilatéralisme. Nous avions, avec beaucoup d'efforts, réussi à signer un accord pour faire en sorte que l'Iran renonce à l'arme nucléaire et rentre dans le cadre pacifique des nations. Donc tout ceci constitue des éléments d'inquiétude évidemment très importants. Et nous devons faire en sorte que malgré ces échecs, malgré ces atteintes, le cadre multilatéral puisse faire la preuve de son efficacité. Ça veut dire aussi réformer la gouvernance mondiale. L'Organisation des Nations Unies a besoin d'une réforme importante, d'une réforme du Conseil de sécurité pour être plus efficace, par exemple d'une réforme du droit de veto, par exemple de la réforme de la composition du Conseil de sécurité pour être plus représentatif de la situation internationale et donc plus légitime. De la même façon, il convient de réformer les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, où la représentation des pays occidentaux est trop importante et la représentation des pays émergents pas encore assez importante. Il faut aussi réformer l'Organisation mondiale du commerce. La Chine
a été accepté dans le cadre de cette organisation en 2001, mais cette organisation n'est pas encore assez efficace, en particulier pour régler les disputes et les différends entre les États. Donc nous devons prendre les mesures, nous devons proposer des réponses et des solutions qui soient capables de rendre ce système multilatéral plus efficace et plus coordonné. Car sinon le risque, c'est de repartir pour le combat entre les nations, pour repartir pour un monde où ce sera la loi du plus fort qui l'emportera. Je crois qu'un monde qui repose sur des principes, un monde qui repose sur des mécanismes, sur des procédures qui sont agréées par les différents États de la communauté internationale, c'est un monde plus pacifique, c'est un monde plus stable. La dernière question, un peu plus de précision dans votre réponse. En fait, on a vu que le contexte a beaucoup changé par rapport à l'heure où la France et la Chine ont établi leurs relations diplomatiques. Et vous avez évoqué tout à l'heure, il y a aujourd'hui sur la scène internationale, il y a beaucoup d'enjeux et défis. Donc aujourd'hui, quel sera le rôle de la relation sino-française? Et surtout, vous avez mentionné dans votre livre que la relation entre la Chine et la France est le meilleur laboratoire pour la création d'un monde harmonieux et stable. Donc, quelle est votre perspective? Je pense que nous avons, nos deux pays, la Chine et la France, une responsabilité particulière dans un monde où la peur, où l'inquiétude grandissent. Nous ne devons pas nous laisser gagner par ces sentiments de peur et d'inquiétude, et nous devons apporter des réponses en donnant l'exemple d'une relation apaisée et d'une relation dynamique. Je prends deux exemples. Le premier, c'est la question des routes de la soie. Nous l'avons dit, c'est un grand projet, mais c'est un projet qui suscite des inquiétudes parce que certains ont le sentiment que la Chine est dominante dans ce projet et qu'il n'y a pas de place suffisante pour les autres pays. Je crois que l'Europe, la France et la Chine pourraient prendre l'initiative, ensemble, de créer un bureau à Bruxelles et un bureau à Pékin pour coordonner nos actions et nos projets sur les routes de la soie. C'est une façon de faire en sorte que, véritablement, nous donnions l'exemple d'un travail en commun au quotidien sur des projets que nous pourrions choisir de développer dans une vision conjointe et un intérêt commun. Deuxième exemple, aujourd'hui il y a à travers le monde une inquiétude sur les investissements chinois dans le domaine de la technologie, aux États-Unis mais aussi en Europe. Je crois que nous ne devons pas laisser ces peurs grandir. Et je suis pour ma part favorable à ce que nous puissions créer des mécanismes de coordination, d'information, pour apporter des réponses, des solutions aux problèmes qui peuvent se poser. Par exemple, Paris et Pékin pourraient prendre l'initiative d'un office pour le commerce et l'investissement qui, entre nos deux pays, permettrait très en amont, très tôt, quand des difficultés surgissent, eh bien, de faire en sorte que la transparence, que l'information, que la perspective soit clarifiée pour justement que ces peurs ne grandissent pas. Je crois que c'est en se dotant des outils, des organes de travail en commun, de coordination, que notre partenariat entre la Chine et la France pourra être le plus efficace, le plus exemplaire. Et à partir de là, peut-être créer aussi une émulation. D'autres pays pourront suivre dans le même esprit. La volonté de dialogue, c'est la volonté de transparence, c'est la volonté d'imagination entre nos deux pays qui constitue la meilleure réponse aux difficultés du monde. Nous sommes dans un monde où il y a un problème de croissance, il y a un problème de dette mondiale, il y a les difficultés liées au nationalisme, à l'isolationnisme et au protectionnisme. C'est par le dialogue et c'est par l'échange que nous trouverons les meilleures réponses. Parce que nous choisissons la transparence, parce que nous choisissons d'avancer ensemble. Pareil pour la grande initiative qu'a prise la Chine, qui est l'initiative 16+1 entre la Chine, les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et orientale. Faisons en sorte que la transparence se fasse pour que les Européens n'aient pas le sentiment que c'est une initiative qui se fait contre les pays d'Europe de l'Est et l'Union européenne. Donc je crois qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des inquiétudes, nous devons prendre des initiatives pour clarifier les choses et éviter, entre deux pays amis, que les choses ne se compliquent et ne deviennent plus difficiles. Je vous remercie, M. de Villepin, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.